Et oui, on termine évidemment ce village en bonne compagnie avec Fabrice Marcella. Bonjour monsieur le maire du village. Bonjour monsieur Bonjour le à vous maire. deux. Merci d'être avec nous. Fabrice qu'on retrouve chaque mois dans le village startup pour nous aider à y voir clair. Si on veut monter soi-même sa startup, vous êtes notre coach et on parle aujourd'hui des relations entre les startups et les grands groupes, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, parce que jusqu'à présent, on a toujours parlé de startups qui s'adressaient au grand public, qui proposaient un produit ou un service compréhensible finalement par le grand public. Mais il y a aussi toute une partie de startups qui proposent des produits et des services à des entreprises. Donc, dans un premier cas, on parle de B2C, business to consumer, et là, on est dans business to business. Alors, c'est pas moins intéressant, c'est même certaines fois d'ailleurs plus rentable d'investir dans une entreprise qui propose ce type de service. Alors, pourquoi ? Surtout, ça a besoin de votre expertise et de vos talents. C'est ça aussi. Oui, bien sûr, oui. Et donc, en tout cas, quand on réussit à décrocher un contrat avec un grand groupe, eh bien, ça nous donne de la visibilité quand même sur son chiffre d'affaires à moyen long terme, ce qui est différent dans le grand public, puisqu'effectivement, c'est souvent de la chasse spot. C'est très flatteur aussi. C'est très flatteur. Et d'ailleurs, ça peut inciter cette start-up à trouver d'autres clients. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que bien souvent, finalement, c'est un peu le parcours du combattant quand même pour cette start-up qui cherche à rentrer en relation avec un grand groupe. Pourquoi ? Bien souvent, cette relation, elle est paradoxale. On parle de... Moi, j'aime bien la résumer à « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire qu'une start-up, lorsqu'elle se crée par définition, elle se crée en opposition au grand groupe. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle va révolutionner le secteur sur lequel un grand groupe est déjà positionné et souvent leader. Oui. Les assurances, les banques, tous les secteurs sont concernés, vraiment, que ce soit dans le monde d'ailleurs du service comme dans le monde finalement du produit et de l'industrie. Donc il y a quand même une certaine compétition, voire une concurrence et parfois même une certaine animosité. Ces startups le revendiquent. D'ailleurs, une startup, quand elle rêve grand, bien sûr, elle veut chercher à prendre la place du leader. Et en même temps, ces startups, pour pouvoir réussir ce pari, ont besoin des grands groupes. On en parlait juste avant, c'est d'avoir des références, du chiffre d'affaires, pourquoi pas de l'investissement. En face, on a des grands groupes qui ont conscience de cette posture. Et pour autant, ces mêmes grands groupes acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Pourquoi ? Parce que ces mêmes grands groupes ont besoin d'inspiration, d'open innovation, de nouvelle agilité. Et donc, c'est une relation aussi à innover technologiquement. Ils sont condamnés à innover et c'est un moyen de le faire. Alors, il y a 8 ans, il y a 8 ans de cela, quand on a démarré, par exemple, ici au village, Village Startup n'existait pas, la French Tech non plus. Mais en fait, c'est Jérôme, oui. Alors, vous deux, vous existiez. C'est vrai. Mais il y a 8 ans, finalement, ces startups, on les classait davantage dans les menaces que dans les opportunités quand on était un grand groupe. Et d'ailleurs, la maturité de la relation entre ces deux mondes a beaucoup évolué depuis 8 ans, puisqu'il y a 8 ans, moi, j'accueillais ici beaucoup de grands groupes qui venaient faire ce qu'on appelle des learning expeditions ou de l'acculturation, c'est-à-dire de venir voir en vrai ce qu'était une start-up. Elle faisait tellement peur qu'on avait besoin de toucher du doigt ce qu'était une start-up. Ah, c'est donc ce truc-là. C'est ce truc-là. C'est un homme ou une femme derrière un bureau qui est sur une chaise et qui travaille comme moi. Et donc on a eu énormément finalement de safari start-up. Où on venait prendre en photo des startups qui travaillaient. Ensuite, on a eu une phase de sourcing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grands groupes voulaient absolument tout connaître de toutes les startups de leur secteur. Donc, il y a eu énormément d'appels à candidater dans des concours en tout genre. Passé cette étape-là, il y a eu une étape d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? C'est une fois que j'ai rencontré ces startups, j'ai voulu, en tant que grand groupe, commencer à travailler avec chacune d'entre elles, finalement en faisant ce qu'on appelle des proof of concept. Des preuves du concept, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon grand groupe, j'intègre le service, mais pas directement en lien avec mon système de production pour ne pas prendre trop de risques et sans y mettre trop d'argent non plus. À tel point qu'on s'est tous transformés en boîte à POC. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, cette fameuse preuve du concept était un objectif en soi et n'avait pas d'autre objectif que celui-ci. On ne passait pas à l'ère industrielle. Autre étape, ça on l'a passé, c'est derrière nous, enfin, en tout cas je l'espère. Autre étape, c'est que les grands groupes ont cherché à investir dans les startups. On a vu les investissements quand même si actuellement ça ralentit un petit peu, mais beaucoup d'investissements dans ces startups qui avaient des valorisations incroyables, certaines fois des valorisations même supérieures à des grands groupes. L'étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est ces grands groupes finalement, cherchent aussi à mener des projets d'intrapreneuriat. C'est tous intrapreneurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à force d'avoir expliqué aux collaborateurs des grands groupes combien c'était génial d'être une start-up, ces mêmes collaborateurs vous disent aujourd'hui, les gars, non, alors soit bye-bye, je vais monter ma boîte, soit qu'est-ce que tu me proposes, sinon je me barre. Donc effectivement, il y a cette phase d'intrapreneuriat. Et puis il y a une autre phase qui est en parallèle, c'est ces mêmes grands groupes ont ce qu'on appelle des start-up studios, c'est qu'ils créent eux-mêmes des start-up sur des sujets qui sont propres, en tout cas à leurs problématiques. Donc on voit que cette relation, elle est complexe, et en cela, on a essayé de rédiger une forme de charte de bonnes pratiques. Alors en réunissant bien sûr autour de la table, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est qu'on a mis autour de la table start-up, grand groupe, bien sûr structure d'accompagnement, et on a sorti 13 bonnes pratiques
qui vise à améliorer cette relation. Alors, non, mais le 13, ça porte bonheur, non? C'est fait exprès. Non, c'est disruptif, justement. À table, il y en a. Ah oui, il y en a à table, c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous décrire les 13, bien sûr. Je vais juste... Il nous reste un peu de temps ou pas? Non, c'était juste vous donner quelques exemples pour comprendre mon propos. En fait, donc, on a découpé ces différentes bonnes pratiques selon l'étape dans laquelle on est dans la relation. Déjà, dans la phase, on va dire, de séduction-découverte, il faut apprendre, par exemple, quand on est une start-up, à entendre le non. C'est-à-dire que quand un grand groupe vous dit non, ton sujet il est intéressant, mais ce n'est pas ma problématique, il y a un moment donné, il faut entendre le non et passer à autre chose. Mais on a fait exactement le même type de recommandation auprès des grands groupes, c'est quand on est un grand groupe, il faut aussi savoir dire non. Ce n'est pas dans notre culture française, finalement, lorsqu'on se présente à vous, de dire non, je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? On dit, c'est intéressant, mais mon copain d'à côté... Et je reviens vers vous. Non, mais c'est presque ça. Je te mets en relation avec mon pote d'à côté, ça peut peut-être l'intéresser. Ce qui fait que on peut, voilà, c'est la patate chaude. Donc on peut rester un certain moment finalement en pensant à chaque fois quand on est une startup, en tout cas, pouvoir conclure sans jamais conclure. Donc ça peut le Jean-Claude Duss de la startup. Attention. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est la phase de contractualisation. Alors là aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à séduire, c'est le passage à l'acte. Bon, on va s'arrêter là. C'est comment je fais pour signer mon contrat. Alors bien souvent, signer un contrat, eh bien, quand on est un groupe, on arrive avec un contrat avec 250 pages, et en face, on a une start-up qui soit l'accepte, je dois signer. soit fait appel à un avocat, et on sait que ça coûte cher. Donc la recommandation conseiller start-up, c'est pensez peut-être à venir avec vos propres contrats, et être force de proposition. Et côté grand groupe, l'idée, c'est d'adapter les contrats à la réalité de ce qu'est une start-up également. Peut-être Allez, un dernier point rigolo. Allez, un dernier point sur la partie industrialisation. Sur la partie industrialisation, eh bien, déjà, c'est de ne pas tout accepter quand on a une start-up sous prétexte de vouloir travailler avec un grand groupe. C'est que dès le départ, inscrire bien cette phase de test dans une optique d'industrialisation. Et quand on a un grand groupe, être suffisamment clair finalement auprès de ces start-up pour leur dire voilà, la réalité en tout cas du projet qu'il leur est proposé. Donc vous avez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet sur lequel depuis 8 ans on bosse. On n'a pas encore atteint en tout cas l'objectif, et tant mieux pour moi parce que sinon je n'aurais plus de job. Oh, formidable. Non, mais c'est étonnant parce qu'évidemment, chaque start-up rêve de devenir un grand groupe et vice-versa. Oui. Chaque grand groupe rêve de retrouver son âme de start-up. C'est ça, ou l'agilité d'une start-up. Mais de toute façon, quand on est un grand groupe, on ne naît pas grand groupe, on le devient. On a été à un moment donné une start-up, effectivement. Bien sûr. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice. J'étais dans le dress code, vous avez vu, j'ai enlevé le bouton comme vous, avant les vacances. C'est la configuration été, on a le droit, on fait sauter les boutons. C'est ça. Fabrice, on se retrouve à la rentrée, bien bientôt. évidemment. Merci de nous avoir suivis. Il n'y aura pas de numéro au mois d'août en maillot de bain, désolé. Mais on se retrouvera en septembre. Oui, bien évidemment, Jérôme. Bronzé et habillé. Bel été sur la chaîne Tech & Co. Rendez-vous très vite. Salut à tous.